Zoti Julien Roche është një qytetar francez që prej 30 vjetësh jeton dhe punon në Shqipëri. Ai vepron në një numër të madh sektorësh dhe kohët e fundit është angazhuar edhe në fushën e energjisë dhe atë të mbrojtjes. Sot ai është drejtori i përgjithshëm dhe aksioner i shumë ndërmarrjeve si Teknologjia e Gjelbër Iliada, Wener KSHA, Albitoil, Olim, Mediapes dhe Helicopters Albania, presidenti i Këshillit të Mbikëqyrjes të ndërmarrjes Selenic Bitumi, administratori i Bankës Societe Generale Albania, presidenti i Këshillit të Administrimit të Holding IGE Group SA, bashkëthemeluesi i televizionit Klan dhe Ada Holding. Gjithashtu prej vitit 1993 deri më sot ai ka mbajtur postin e këshilltarit të jashtëm për tregtinë pranë ambasadës franceze në Shqipëri me dekret të kryeministrit francez. Zoti Roche është diplomuar për inxhinieri të telekomunikimit në Francë. Në shtator të vitit 2011, zoti Roche është zgjedhur presidenti i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë France-Shqipëri. Më 13 korrik 2015, zoti Julien Roche ka marrë titullin shumë të lartë Kavalieri i Legionit të Nderit me dekret të presidentit të Republikës Franceze. Zoti Julien Roche është shumë aktiv në nxitjen dhe zgjerimin e marrëdhënieve kulturore Francë-Shqipëri, mbështetës i përhershëm i kulturës shqiptare. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, siç e ndoqët edhe në këtë profil të shkurtër, se është vërtet shumë i shkurtër për jetën e njeriut që kam ftuar sonte në studio, që është një njeri i veçantë, dhe unë shpresoj që dhe emisioni jonë do të jetë i veçantë siç është vetë zoti Julien Roche. Bonsoir. Bonsoir, Bienvenue Diana. dans la transmission ici chez nous. Merci beaucoup de votre accueil. Il y a beaucoup de personnes qui vous connaissent en Albanie. Il y a des autres qui ont temps que vous êtes ici et que vous travaillez, et il y a des autres qui ne savent pas que vous êtes ici il y a 30 années, comme on a dit. Oui. Et cette idée de venir en Albanie, c'était un choix, c'était une décision, ou c'était une circonstance de destin? Je suis en fait un gagnant régulier du concours de circonstances. Ah, Je dois dire que la première fois que je suis venu en Albanie, c'est quasiment un accident. avant les années 80? Absolument, au début des années 80, en fait. Vous étiez très jeune, je crois. J'avais 20 et quelques années à l'époque. Et en sortant d'école d'ingénieur, j'avais créé une société qui fabriquait ce qui est aujourd'hui l'ancêtre du téléphone mobile, c'est des émetteurs-récepteurs pour la police, l'armée, etc. Et j'avais décidé de me lancer dans l'exportation, puisque le marché français était quand même assez limité. Et donc j'ai écrit à toutes les ambassades de France à l'étranger, en leur disant, nous sommes une société française, nous fabriquons des émetteurs-récepteurs, regardez dans votre pays s'il y aurait des clients potentiels. Et à l'époque, en Albanie, il y avait deux ambassades occidentales, il y avait l'italienne et la française. Seulement? Absolument. Oui. Et à l'ambassade de France, on s'ennuyait beaucoup, parce qu'il n'y avait quand même pas grand-chose à faire. C'est vrai, parce qu'il n'y avait rien de faire. Quelquefois, une semaine de films français, quelquefois comme ça. Au plan culturel, mais au plan économique, c'était double zéro. Double zéro. Et pourtant, il y avait un conseiller commercial. Ça fait partie des choses étonnantes de la France. À cette époque-là, nous avions un conseiller commercial qui était tellement content d'avoir une demande d'une entreprise française pour vendre quelque chose dans son pays, qu'il est aussitôt allé voir les centrales d'achat, puisqu'à l'époque, c'était des centrales d'achat de l'État, qui justement recherchaient le type de matériel que je fabriquais. C'est la circonstance, alors. Premier concours de circonstances gagné. Donc, effectivement, quand j'ai eu le retour, alors les informations mettaient 15 jours parce qu'il n'y avait que la valise diplomatique, il n'y avait ni téléphone, il n'y avait rien du tout, ni fax, ni téléphone, il n'y avait aucune connexion possible. Et donc, quand j'ai eu le retour, je me suis dit immédiatement, ah, l'Albanie. Parce que pour tout le monde à l'époque, l'Albanie, on n'en parlait pratiquement jamais parce que c'était considéré comme un des pays les plus fermés au monde. Et donc, ce petit côté fermé au monde m'a beaucoup intrigué. Et donc, je me suis dit, ah, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille voir. Et donc, j'ai répondu par l'ambassade, qui m'a mis en liaison à l'époque avec l'ambassade d'Albanie à Paris, rue de la Pompe. Hôtel particulier avec les fenêtres toutes fermées. À rue de la Pompe, c'était... À Paris, absolument, devant le lycée Louis-le-Grand. Janson de Sailly, pardon. Et donc, je suis allé les voir. On m'a donné un visa pour venir en Albanie. Et j'ai pris, c'est très compliqué à l'époque, il fallait passer par Belgrade. J'avais pris l'avion jusqu'à Belgrade. La ligne aérienne. Aérienne, et après Belgrade-Tirana. Bien. Nous étions, je crois, 3 passagers. Dans l'avion? Dans l'avion. Nous avons atterri à l'aéroport de Tirana et je me souviens, les pilotes nous avaient interdit de nous lever du siège parce que nous devions attendre qu'un inspecteur monte dans l'avion pour vérifier C'était assez rigolo. Et je me souviens, le policier albanais avait une dent en or au milieu que j'ai toujours gardée en mémoire. Seulement cette dent?
uniquement une dent en plein milieu, en or, c'était assez étonnant, très sympathique, enfin bref. Et donc, je suis venu comme ça la première fois en Albanie. Et comble de chance, on m'a gardé pratiquement 15 jours à cette époque-là. J'ai visité l'Albanie à droite, à gauche, j'ai présenté mes équipements. Et finalement, on a commencé... Oui, on m'a signé un contrat d'1,5 million de dollars. À ce temps-là. À ce moment-là. Que notre État voulait acheter du matériel de télécommunication, etc. Et donc, j'étais très content, parce qu'à l'époque, ma société était jeune, elle avait 5 ans, et donc c'était pour moi 30% de mon chiffre d'affaires, donc c'était quelque chose de très c'était même modeste, je crois. Absolument. Donc, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, d'autant que jusqu'à présent, je vendais surtout en Afrique, francophone, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, Vous avez déjà commencé à faire des commerces? Bien sûr. C'était ça votre vie, avant de venir en Albanie? Avant l'Albanie, c'était surtout en Afrique. En Afrique, beaucoup en Afrique. Et vous êtes placé définitivement après les années 90? Alors, ça c'était au début des années 80. Oui. Et donc, quand le pays a commencé à changer, donc 89, 90, etc., là, je me suis dit, là, c'est quelque chose de nouveau qui s'ouvre, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas le droit de résider en Albanie, ça n'était pas autorisé. Je logeais à l'hôtel d'Haïti. Et en 89, je me suis dit, bon, le pays est en train de s'ouvrir. On a la possibilité de créer des sociétés mixtes avec l'État. J'ai créé un joint venture avec l'État albanais, 50-50 à l'époque. Et j'ai commencé à faire du commerce en me disant, non, je vais m'installer en Albanie. Donc en 89, je me suis définitivement installé en Albanie. Mais c'est même étrange parce que vous êtes venu dans des moments très difficiles ici. Le changement de régime qui était un chaos et après le 97, des années difficiles. C'est vrai que la transition que j'ai observée, s'est passée relativement en douceur, je trouve. Contrairement à ce que tout le monde craignait, il y a eu un petit peu de sang quand même versé, évidemment, c'est triste. Mais je dirais beaucoup moins que quelques années plus tard, en 97, où là, ça a été quand même dramatique. Le commencement, mais quand même, les années 89-90, c'était quand même un petit peu angoissant, quand même, parce qu'on ne savait pas trop comment les choses évoluaient, qui faisait quoi. C'était vraiment compliqué, surtout de la part d'un étranger qui ne parlait pas la langue, évidemment, et qui avait du mal à comprendre un peu tout ce qui se passait, puisque l'information circulait évidemment très mal. Oui, ça c'était... Et je vais prier la régie de nous mettre ici dans l'écran le matériel numéro et j'ai eu le matériel numéro 9. C'est un reportage que la chaîne française France 2 a fait sur vous dans ce temps-là. Et c'est ici. Et il est... Parce qu'on n'entend pas ces mots, mais... Il disait, voilà, on va entendre maintenant. Même s'il est parfois obligé, vous allez le voir, de faire le coup de poing pour défendre ses biens. C'est en effet ici que vit le Français qui connaît le mieux ce pays. Mais Julien Roche, lui, a choisi de rester. Je suis un peu désolé de voir que nous donnons souvent beaucoup de leçons à tout le monde, surtout en Albanie, et dès que la situation commence à frémir, ou ce qui est un euphémisme, tout le monde s'en va. Et il ne faudrait pas que l'image qu'on a de ces voyous et de ces bandes armées puisse... donner l'impression que l'Albanie est un pays de sauvages, c'est faux. L'Albanie est un pays où des gens extraordinaires, où on peut travailler, où on peut gagner de l'argent, où on peut faire des choses. Face au pillage de ces derniers jours, Julien Roche, lui, s'est adapté. Sa maison est équipée d'un impressionnant système de sécurité et 6 de ses employés armés sont venus l'aider à le défendre. Et quand il a fallu... C'est très étrange maintenant de le voir. Et vous avez payé quelqu'un de vous protéger à la maison cette année avec un Kalachnikov? Oui, non, en fait, c'est une période un petit peu troublée. Donc, quand les événements... En fait, j'habitais à Durrës, dans l'ancien bloc, etc. Et donc, nous étions jusqu'aux événements protégés par la garde de la République, etc. Et qui, du jour au lendemain, évidemment, puisqu'il n'y avait plus de hiérarchie, il n'y avait plus rien, a disparu. Donc, on s'est retrouvés... face à des gens un petit peu agressifs quand même, qui voulaient s'approprier pas mal de choses, etc. Et donc à l'époque, j'avais emprunté la voiture blindée de l'ambassadeur de France pour aller faire mon marché avec mon cuisinier Blendy et puis quelques autres personnes de la maison. Nous avons ramené quelques mitraillettes, quelques outils, comme beaucoup des Albanais qui comme faisaient, pratiquement tout le monde, mais dans un but quand même défensif. Mais bien sûr, seulement défensif. Et donc nous étions bien équipés.
Et nous avons pu, comme ça, protéger un petit peu ma maison. Et d'ailleurs, c'est la seule maison qui n'a pas été détruite dans tous les alentours. La zone là-bas. Tous les alentours. Et vraiment, là, j'ai vu la solidarité des Albanais qui a été très forte. Je me souviens d'amis comme Marcel Skendo, comme Ilir Zeka, qui sont venus aussi avec une Kalachnikov pour quand même garder la nuit, pour qu'en permanence, la zone ait la réputation d'être protégée, donc que personne ne vienne un peu nous agresser. Mais le plus difficile, ça a été après l'évacuation des Français, puisque les Français ont été évacués. Je voulais demander ça, parce que tous les étrangers, ils sont allés, même les Français. Et vous êtes l'unique que vous êtes resté. Moi, j'ai fait de ma maison, j'ai fait l'évacuation des Turcs d'abord, qui sont venus. C'était rigolo, parce que c'était un petit peu amusant de voir. L'armée turque avait amené un bateau militaire un peu au large d'Orès, et il fallait trouver des bateaux pneumatiques pour emmener les Turcs sur le bateau militaire. Qui était le temps des clandestins? Non. Ça, c'était des gens qui étaient évacués par les autorités turques, etc. Et c'était amusant parce qu'il y avait énormément de dames turques un peu, comment dirais-je, généreuses de forme, qu'il fallait mettre sur des petits bateaux. Il y en a quelques-unes qui sont tombées à l'eau. Enfin, c'était comico-tragique. C'était assez rigolo. Et on a eu, après l'évacuation des Français, donc ce sont des hélicoptères qui sont venus d'Italie, de l'armée française, chercher à la maison les Français. Et c'est vrai que quand le soir, tout le monde est parti, qu'on s'est retrouvé tout seul comme ça, avec un petit peu de gens un peu agressifs autour, je n'étais pas très rassuré, il faut dire les choses comme elles sont. C'était pas très rassurant. Mais vous avez continué. Oui, bien sûr. Et vous avez fait beaucoup de choses, même avec ces très difficiles moments. Et vous êtes couronné de succès. Continuez. Nous avons entendu, par exemple, ici dans le profil, que vous avez fondé l'ADAER, qui était la première ligne aérienne albanaise, la télévision Clan, qui... Pour nous, c'était très bien parce que vous avez donné le modèle comment on peut faire une entreprise dans un pays petit et pauvre et comment donner un modèle de médias occidental que c'était nécessaire sur ça. Je crois qu'il y a eu même des moments difficiles, des délusions, mais... Mais c'est amusant, il faut se mettre dans la peau d'un Français qui vient en Albanie où c'est un pays fascinant parce que tout est à faire. Rien n'existe, tout est à créer. Et par exemple, quand vous parliez d'ADAER, c'est amusant parce qu'il faut savoir que Air France volait les dernières années du communisme sur Tirana. Et quand le pays s'est ouvert, Air France a arrêté les vols, non pas parce que c'était une décision politique, mais Air France avait une situation financière difficile. Et donc, ils ont décidé d'arrêter le vol, qui faisait à l'époque, si vous vous souvenez, Paris-Bari en Italie et Bari-Tirana. Donc, ils avaient arrêté la dernière portion, Bari-Tirana. Et ça, je me dis, c'est bête, parce que bon, c'était quand même très utile. Et donc, je suis allé acheter en France deux petits avions de 25 places d'une compagnie au bord de la faillite qui s'appelait Air Littoral. Et j'ai continué le vol d'Air France. De Bari jusqu'à Tirana. Cette ligne qui était manquée. Et alors, c'était une aventure extraordinaire parce que pour simplement créer ça, c'était totalement impossible. Il n'existait pas de direction générale de l'aviation civile. Ça n'existait pas, qui pourrait donner les autorisations à faire quelque chose. Donc, j'ai été obligé de faire venir un organisme français qui s'appelle le Bureau Veritas, que j'ai financé de ma poche, pour créer la direction générale de l'aviation civile albanaise. Nous avons créé donc en 80. Et donc, après, on a pu avoir des immatriculations d'avions, des licences de pilote, etc. C'était extraordinaire. Oui, nous avons voyagé avec ADAER dans ce temps-là. C'est rigolo, les petits avions à hélice qui marchaient très bien. Et ils n'allaient pas très haut. Non, mais c'était... la compagnie a transporté des passagers pendant 15 ans. Nous n'avons blessé ni tué aucun passager. Je suis très fier de la compagnie. C'était très bien. Et c'était... Combien d'années il est? 15 ans. 15 ans. 15 ans. Et c'était toujours bien. Tout à fait. Et c'était marrant parce que j'avais utilisé des pilotes de MiG de l'armée que j'avais envoyés en France pour se faire former à une licence de pilote privé et pouvoir voler après sur nos avions. Incroyable, c'est ça. C'était des anecdotes extraordinaires. La première fois qu'on a fait un vol sur Bari, nous n'avions pas pu contacter les autorités italiennes parce qu'il n'y avait personne à Tirana qui était capable d'expliquer qu'un vol allait partir sur... Et donc, quand nous sommes arrivés à Bari, on a été reçus par des mitraillettes italiennes. Ils pensaient qu'on avait volé un avion pour se réfugier. Enfin, des histoires qui sont très drôles. Très drôle. Ces commencements, c'est toujours comme ça. Oui, et vous êtes aussi le fondateur, ou l'un des principaux fondateurs de la Chambre de commerce et d'industrie
France-Albanie. Oui. Et vous faites, j'ai pris de la Regia Materialindu, et vous faites beaucoup des activités qu'on voit ici sur tourisme, économie, énergie, agriculture et culture. Parce que vous êtes ici aussi comme un homme de culture, parce que vous nourrissez comme ça si beaucoup les relations France-Albanie, pas seulement dans l'économie albanaise. Et ce sont ici les activités que votre chambre fait. Oui. Par exemple, le tourisme. Pensez-vous que le tourisme en Albanie, c'est un chemin sûr de développement pour le pays? Alors, c'est manifestement quelque chose qui va être, qui probablement au plan économique, dans quelques années, sera la première ressource du pays. Vous pensez ça? C'est évident. En C'est France, sûr. il faut savoir que le tourisme est la première ressource, déjà en France. Et ce qui est, Même en France? En France, la première ressource du pays est le tourisme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le tourisme représente 4% des revenus de l'Albanie, alors qu'il devrait normalement représenter 40%. Donc le tourisme est une très très grande priorité à développer en Albanie, parce que c'est un pays fantastique. Il y a la montagne, il y a la mer, il y a des côtes, il y a des endroits absolument fabuleux. Du côté du sud que vous connaissez bien, là-bas, c'est des coins Vuno, etc., Imara, il y a des coins absolument merveilleux. Et donc, il faut absolument découvrir ça. Mais pensez-vous qu'on doit renforcer de plus les relations entre l'Albanie et la France sur l'expérience française sur le tourisme? Je pense que oui, parce que la France a absolument une très bonne expérience. Aujourd'hui, depuis quelques mois, heureusement, vous avez 6 vols directs de Paris à Tirana, ce qui est important. 6 vols. Il n'y avait pas, il manquait. 0. Il y avait Nous sommes passés pratiquement de 0 à 6 cette année, donc c'est quelque chose de considérable pour le tourisme. Les tarifs commencent à être accessibles, encore que, à mon avis, trop élevés parce que malheureusement, il y a des contraintes économiques liées à une concession de l'aéroport de Rinas qui a donné une exclusivité à une compagnie qui fait très bien son travail, mais qui gêne l'utilisation de vols low cost. Effectivement, il faut faire du low cost qui n'existait pas. On ne peut pas développer de vrai low cost en Albanie et c'est un handicap très sérieux pour développer le tourisme. Et il y a aussi beaucoup de jeunes gens qui volent, des étudiants, des émigrants, qui n'ont pas le moyen de payer les tickets très chers. Donc ils sont obligés de prendre l'autobus, le bateau, tout ça c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, etc. Et l'agriculture en France est très très développée, peut être un exemple pour l'Albanie. Vous avez 3 domaines, à mon avis, qui doivent se développer et qui feront que l'Albanie rapidement deviendra un pays prospère. Le tourisme, c'est clair. L'agriculture, vous le mentionnez, parce que l'Albanie est quand même la 2e ressource en eau d'Europe. Peu de gens le savent, alors que le sud de l'Italie crève de soif. Il n'y a pas d'eau. En Albanie, il y a de l'eau partout. Vraiment partout. Donc pour l'agriculture, c'est quelque chose de phénoménal. Cette richesse que nous avons. C'est une richesse considérable. L'eau, dans quelques années, l'eau sera probablement plus importante que le pétrole. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Et l'Albanie regorge d'eau. C'est ça qui est vraiment tout à fait intéressant. Et le 3e domaine, c'est l'énergie. C'est ces 3 pôles qui vont faire en sorte que l'Albanie, petit à petit, va vraiment atteindre, je pense, un niveau économique. Pensez-vous que l'énergie doit être même, se peut élargir pas seulement dans les centrales hydro, mais aussi avec du vent ou de soleil. Nous avons plein de ça. Absolument. Bon, évidemment, la grande force de l'Albanie, c'est l'hydroélectricité. C'est clair. Pour l'instant, l'Albanie n'exploite que, je crois, 35 à 40% de son potentiel. Ça veut dire qu'on pourrait doubler ses productions et l'Albanie pourrait devenir un pays indépendant énergétique, ce qui est très très important de l'indépendance énergétique. Et vous avez raison de le souligner, il y a un soleil, il y a tout ce qu'il faut pour faire du photovoltaïque, pour faire de l'énergie éolienne. Donc tout ça, voilà. Bon, le problème pour l'instant, c'est que ces nouvelles technologies coûtent cher. Et la stratégie de l'Albanie n'est pas de subventionner, n'est plus de subventionner ce type d'énergie. Donc le photovoltaïque, par exemple, d'ici 2 ou 3 ans, deviendra compétitif parce que le prix des panneaux solaires baisse tous les ans. Donc dans quelques années, ce sera bon. L'éolien, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'il y a même quelque chose qui damage l'environnement, qui ne fait bien. C'est vrai que ce n'est pas très joli de voir, une éolienne, mais bon, c'est quand même relativement écologique. Oui, c'est mieux que... C'est mieux que du charbon, c'est mieux que du pétrole, c'est clair. Alors, vous avez une des activités que vous avez organisées dernièrement, parce que vous ne reposez jamais.
Ah si, souvent. Vous Souvent. faites... Ne le dites pas, mais je me repose très Alors, souvent. Atelier Regia Materiali 4, et dans toutes les activités que vous organisez, même de la culture, même des idées, vous avez été l'organisateur de la visite de la présence de Jacques Attali en Albanie, qui est le célèbre économiste, l'écrivain, que j'aime beaucoup ses livres. Et il était conseiller des Premier ministre français, Mitterrand, conseiller spécial. Et il était aussi, je crois, président de la Banque mondiale. Alors non années. seulement il a été le premier président, mais c'est l'idée de la banque, non pas de la Banque mondiale, mais de la Banque européenne pour la reconstruction, et le développement. Il était le premier. Et c'est non seulement le premier, mais c'est lui qui a lancé l'idée. Et c'est la France qui a créé l'idée de la création de cette banque. Et de ce fait, son idée personnelle a été transformée. Et c'est pour ça qu'il a été nommé le premier président de cette banque. Mais l'idée est de lui de faire une banque spécialisée, absolument, une banque spécialisée dans le développement des pays qui s'ouvraient, des pays de l'Est qui s'ouvraient. Oui, bien sûr, que maintenant c'est une réalité très développée. Absolument. Et il est venu en Albanie, il a pris honoris causa à l'université de Tirana. Absolument. Et c'était la première fois qu'il est venu ici? Non, il est déjà venu 2 fois quand il était président de la Banque européenne de reconstruction et de développement à Londres. Il a eu la possibilité. Absolument, il était déjà venu, mais c'est la première fois qu'il vient en dehors de fonctions un peu officielles pour s'intéresser au pays. Le pays le passionne. J'ai parlé souvent avec lui, j'étais encore avec lui il y a 2 semaines, et nous avons parlé longuement de l'Albanie, parce que l'Albanie est un pays qui l'intéresse. C'est un type qui est très intéressant, parce qu'il sent les choses, il voit les choses. C'est quelqu'un, par exemple, qui vous répond à une question avant que vous l'ayez terminée. Enfin, c'est ça, c'est parfois un petit peu déroutant. Et lui, quand il a vu l'Albanie, il m'a dit « tourisme ». Priorité numéro 1, tourisme, il m'a dit. Tourisme, priorité numéro 1, c'est le moyen de faire décoller l'économie de ce pays. Non seulement en économie, mais surtout pour les emplois, c'est créateur d'emplois, c'est créateur de richesses. Ça va aussi changer l'image de l'Albanie qui, à l'étranger, n'est pas toujours très bonne. Donc tout ça va conquérir et va permettre de faire en sorte que l'Albanie décolle enfin et puisse avoir un niveau de vie qui soit quand même acceptable pour tout le monde dans ce pays. Comme ça, c'est très beau, c'est très bien pour nous, un économiste comme lui, un penseur comme lui. Et tout de suite, c'est la première chose qu'il m'a vraiment dit, tourisme, rien d'autre, tourisme. Et pour nous, c'est bien que nous sommes en lien avec lui pour ses idées, ses conseils, ses visions qu'il y a sur l'économie européenne. Absolument. Non, non, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Et on sait que quand il dit quelque chose, vraiment, c'est quelque chose de construit. Et le pays l'intéresse et l'amuse un peu. Parce qu'il me dit, c'est un pays à 2 heures de Paris, où il y a tellement de choses à faire, où on peut, en ayant, disons, les bons outils, les intelligences qui existent dans ce pays, mais qui soient bien choisies, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Donc il voit cette potentialité, et surtout la jeunesse l'intéresse beaucoup dans ce pays. Il a vu que c'est un pays jeune et dynamique. Il a senti ça. Il l'a senti tout de suite. Quand vous connaissez les pays aux alentours, que je ne nommerai pas, c'est quand même plus calme. Hein. Tandis qu'en Albanie, on sent un bouillonnement, un dynamisme, etc., qui est assez fatigant. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui me fascine dans ce pays, c'est que moi, j'aurai 20 ans aujourd'hui. Je pense, sans l'expérience que j'ai eue, je pense que la première chose que j'aimerais faire, c'est foutre le camp. Partir en Italie, en Grèce, etc., c'est le premier réflexe. Mais si j'avais 20 ans, avec l'expérience que j'ai, aussi bien de la France, de l'international, de l'Albanie, etc., moi, je resterais ici. Parce qu'il y a des choses à faire dans ce pays qui sont extraordinaires. Si vous allez en France, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de trouver un boulot, c'est compliqué. Il y a 3 millions de personnes qui cherchent du boulot, etc., qui vont vous voir arriver, vous, l'Albanais, qui retournent, etc. Alors qu'ici, il y a des potentialités considérables et dans tous les domaines. Donc vraiment, moi je conseille aux jeunes Albanais de vraiment regarder autour d'eux, de chercher, ça va être difficile, c'est pas marrant, etc. S'ils sont en France, ça ne sera pas facile non plus, aux États-Unis non plus, au Canada non plus. On a toujours le rêve de ce qu'on n'a pas, qui est toujours facile, on voit les séries télévision, les gens sont riches, tout ça, mais la réalité, elle n'est pas comme ça. Donc ici, l'Albanie est un pays d'avenir pour sa jeunesse. C'est une certitude. C'est une très bonne nouvelle entendre de la pensée de Jacques Attali ça. C'était l'occasion de publier un de ses livres, le dernier livre, que c'était traduit en albanais. Absolument. Et que vous avez fait possible cette traduction qui était... Je sais que vous avez participé un peu à l'amélioration de la traduction de ce livre. C'était très bien traduit par... J'en profite pour vous remercier. Jimmy a fait très bien traduit par Jimmy. Jimmy Lazri a fait un très très bon travail de traduction. Parce que ce n'était pas un livre... Pas facile. Et c'était Elena Kadare qui l'a rédigé. Qui l'a aussi et comme ça, c'était très bien, je crois. Donc on sait maintenant, pour traduire Kadare, il faut 3 personnes, Jimmy Lazri, vous et Elena Kadare. Voilà. Non, mais c'était très difficile, Attali, pour ça. Mais Jimmy a fait le travail principal. Absolument. Comme ça.
Alors, je crois qu'on doit interrompre un moment pour suivre un espace publicitaire. On va se retourner en D'accord. studio. Très bien. Merci. Nous sommes ici de nouveau à la studio. Et nous ici avons le vin Beaujolais nouveau qui a un rituel, une cérémonie très intéressante en France. Absolument. Et que vous avez fait possible de venir ici, cette rite, d'être connu, cet vin, comme ça un peu plus spécificité sur le vin. Je voudrais savoir, parce que c'était très intéressant. C'est une très vieille tradition de fêter le Beaujolais nouveau. Et un ordre a été créé, effectivement, et chaque année, des gens sont faits membres de l'ordre du Beaujolais nouveau, etc. C'est un peu folklorique, c'est un petit peu mettre en valeur le vin, les vins français. Très entre nous, le Beaujolais nouveau n'est pas le meilleur vin de la terre. Hein. C'est souvent oui, même mais un il y a vin, une spécificité, il y a des personnes qui chantaient. On a vu même une transmission longue en Albanie sur ça. Absolument. Non, mais ça fait partie de la culture française, un petit peu, la culture du vin, de la bonne chair, de la qualité de vie, etc., qui est une tradition. Et ici, c'est dans quelle zone de la France? Alors ça, c'est dans le Beaujolais. Hein, c'est en dessous de la Bourgogne. Hein, c'est une zone il y a beaucoup de soleil, je crois, là-bas. Il y a beaucoup de soleil, ce qui fait un vin riche, qui n'est pas le meilleur vin de France, ce n'est ni un Bordeaux ni un Bourgogne, mais c'est un vin de table, de qualité, etc., qui, quand on n'en abuse pas trop, ne fait pas trop mal à la tête, donc c'est plutôt agréable. Et le vin, quelque part, est un médicament, pris à petite dose, donc il faut se soigner, donc boire un petit peu de vin. Mais pas beaucoup. Raisonnablement. Raisonnablement. Vous avez pris beaucoup de titres au cours de votre vie. Et ici, nous aurons le matériel 5 pour voir un peu un prix que vous avez pris de l'Académie de la Bresse. Et vous êtes nommé Bressan d'honneur. Voilà, oui. Non? Et j'ai lu dans la nomination de l'Académie de la Bresse qu'il donne ce titre aux personnes qui travaillent ici. C'est le symbole de l'Académie de la Bresse. Oui, oui. Aux personnes qui donnent une son à la vie, privilègent les valeurs, les vraies valeurs, la joie de la vie, les fêtes, les personnes de grande valeur. Comme ça, c'est un peu... Mais vous êtes... Pourquoi l'Académie vous a donné ça? Parce qu'il connaît votre travail ici. C'est très français. La Bresse, en fait, est la région où je suis né. Donc, il y avait déjà un petit a priori, notre ambassadeur. Quand vous avez pris le titre, je crois. Voilà, absolument. Qui d'ailleurs a une maison pas très loin de la Bresse aussi. Donc, vous voyez, ça reste un peu en famille. Et c'est très français comme titre. C'est très français, oui. C'est lié, effectivement, comme vous le dites, à la qualité de la vie, au fait de faire des choses un peu différentes. Ici sont des images de... Ici sont des images à votre maison. Absolument. Que vous vivez ici à Douros. Voilà, absolument. Et vous donnez des interviews différentes quand les gens arrivent ici. En France, oui, je vous ferai observer que c'est la première fois en 30 ans que je donne une interview à une télévision albanaise. Ah, c'est la première fois? C'est la première fois. Donc, en 30 ans, alors je suis très honorée. Bah oui, voilà, ça s'arrose, hein, avec du Beaujolais nouveau, évidemment. Mais vous n'arrêtez jamais. Par exemple, j'ai vu un autre matériel. Ici, c'est, je crois, l'Académie de la Bresse. Donc, c'est Albania de Lignews que vous travaillez. Oui. J'ai vu que vous travaillez maintenant sur hôtel. Absolument. Sur cet hôtel, que quand on va en autoroute vers Douros, je ne savais pas, par exemple, que maintenant c'est transformé en palace. Voilà. Alors c'est un bâtiment qui fait fantasmer. J'ai entendu dire tellement de choses sur lui, ses propriétaires. Il faut savoir que moi je suis associé dans ce projet. Ici, il travaille pour faire ses meubles. Voilà, tout est fait à l'intérieur. C'est absolument extraordinaire. Et en fait, moi je suis un modeste associé dans ce projet. Le projet est né dans l'idée de Bessim Elchani et Elisabeth Johnny qui ont fait un travail absolument considérable et vraiment
des gens comme ça, c'est rarissime d'en trouver. Même en France, vous n'en avez pas beaucoup. Et vous en avez déjà 2 d'un coup en Albanie qui font. C'est encore pas fini? Non, c'est pas encore fini parce que c'est un travail Ici, considérable. ce sont des chambres. Là, ce sont des chambres de l'hôtel. Le contrat est signé avec le grand groupe français Accor, qui ce sera un Sofitel. Ah, c'est Accor. C'est Accor. Le contrat est signé et ce sera un Sofitel, qui est un hôtel 5 étoiles, vraiment, qui sera également doté d'un casino, mais d'un vrai casino, pas de casino un peu de choses. L'idée est de faire venir en Albanie des visiteurs d'un certain niveau à la fois financier et intellectuel pour aussi contribuer à donner un petit peu une autre image. C'est un peu, toute proportion gardée, c'est un petit peu ce que Monte-Carlo a fait à une époque. Donc c'est l'idée de faire venir dans ce pays quand même des gens qui circulent dans tout le monde. Voilà, et qui connaissent l'Albanie, la proximité de l'aéroport, les avions privés pour venir, etc. Donc c'est tout ça pour créer un environnement qui permette quand même de développer un petit peu le tourisme de tout niveau, y compris très élevé. Ben, ça, c'est très bon. C'est magnifique. C'est magnifique le travail. Le président du groupe Accor qui est venu ici il y a quelques mois pour la signature du contrat a reconnu et nous a dit, je vous donne ma parole que c'est vrai, que ce sera probablement le plus beau Sofitel du monde. Vous pouvez me prendre au mot et lui demander, il vous le confirmera. Nous serons un peu le centre du monde ici. C'est pas si le centre, mais ça te fait fier. Mais il faut voir. Vous savez que cette activité, grâce à Bessim et Elisabeth, fait travailler des centaines d'artisans qui font des travaux même absolument... donner du travail. Ils donnent du travail énormément de gens. Donc, de faire les vitraux sont faits à la main, la feuille d'or est posée à la main. Tout est fait, le mobilier, tout est fabriqué ici en Albanie. Et vous avez en Albanie des artisans qui font un travail manuel fantastique. On ne trouve plus en France des gens qui sont capables de faire des choses comme ça. Donc, c'est aussi une valeur supplémentaire. Qui sera peut-être demain pour eux, même du travail continué. Alors, justement, l'idée, c'est qu'une fois que l'hôtel sera terminé, tous ces gens-là, c'est une idée d'Elisabeth et de Bessim, d'utiliser cette force de travail pour notamment s'occuper de la rénovation de palais nationaux en France, de palaces dans le monde entier, etc., qui très régulièrement ont besoin de rénovation et qui sont impossibles de faire en France. Donc, c'est une nouvelle activité. Et quand vous pensez d'être fini, ça? On a beaucoup de soucis. Vous savez, le problème en Albanie, c'est qu'on fait des projets et puis il y a toujours un peu des soucis de toute nature, souvent administratifs. C'est le problème, l'administration ici. C'est qu'on devait, par exemple, une loi qui devait passer avant fin juillet, on nous l'avait promis, elle sera votée, ne vous inquiétez pas. Bon, finalement, elle n'est pas votée. Qui facilite. Pour accélérer un peu la procédure, elle sera votée en septembre, peut-être en octobre, donc ça fait encore 3-4 mois de décalage. Donc ça fait partie un peu des charmes du développement économique albanais, c'est que c'est parfois quand même un petit peu compliqué. Et quelqu'un d'ailleurs a une formule que j'aime beaucoup. Cette formule, c'est en Albanie, le possible est impossible. Mais l'impossible est toujours possible. Donc j'aime beaucoup cette formule. Et c'est un peu vrai. Les choses normales, qui seraient normales en France, sont compliquées. Et les choses qui seraient impensables à faire en France, parce que c'est très compliqué, on peut les faire facilement ici. Et vous l'avez un peu, vous avez trouvé la solution ici avec beaucoup de années. Ici, nous avons même des livres qui sont publiés de la Chambre de commerce. Ah, absolument. Et c'est le Tintin, qui c'est le fameux pour les enfants. La Chambre de commerce a été un sponsor pour le livre, mais il y a des guides que j'ai trouvés très, très jolis pour les touristes étrangers. Absolument. Ou pour... pas seulement pour les Français. Oui, absolument. Le grand problème de l'Albanie, c'est son image, c'est de le faire connaître à l'étranger, surtout. Et ces guides que j'ai vus dans votre chambre absolument, il y a quelques guides qui sont bien faits, à la fois pour les investisseurs, parce qu'il faut faire venir des investisseurs, et aussi pour les touristes. Parce que les touristes, l'Albanie, bah oui, mais on va où, c'est quoi, comment, c'est compliqué. Déjà, la première chose, la liaison aérienne existe, en tout cas je parle pour la France, et aussi il faut reconnaître que dans les 20 dernières années, il y a eu une grande amélioration des infrastructures routières. Donc aujourd'hui, on peut circuler assez convenablement en Albanie. C'est important d'avoir des infrastructures pour développer le tourisme. Oui, ça c'est très bien, tout le travail que même la Chambre fait. Ce n'est pas un secret maintenant que vous êtes été nommé pour le chevalier de la Légion d'honneur par le président de la République française. Il y a 2 mois, il y a 15 jours, je crois. 15 jours, c'est très récent. Quand j'ai appris ça, d'ailleurs, j'ai pensé qu'il s'était trompé. Le matériel Stadt, quand on va voir la médaille, la médaille. Quand j'ai appris ça, j'ai pensé qu'ils s'étaient trompés. C'est pas possible, ils ont dû se tromper ou c'est un homonyme, mais non, finalement, c'est bon. Voilà. Voilà. C'est ça le symbole. C'est la médaille, oui, tout à fait. La médaille de... Tout à fait.
Et c'est le plus haut décoration honorifique nationale En France, oui. Mhm. Et il y a 1 million de personnes, je crois, que l'ont pris dès le temps de Napoléon. Ah, depuis Napoléon? Depuis Napoléon Bonaparte, j'ai lu un million de personnes. Oui, il y en a au moins 950 000 qui sont morts. Hein, parce que... Mais ça, c'était pris même par François Hollande, par Mitterrand, comme ça, je crois que vous êtes... Sarkozy aussi. Sarkozy aussi. C'est un grand plaisir pour vous, je crois. Alors, je suis très, très heureux de... Vous l'avez reçu physiquement ou non, vous devez... ça se fera au mois de septembre ou d'octobre. C'est notre ambassadeur qui doit s'occuper de ça. C'est une cérémonie spéciale. Oui. Je suis très heureux parce que je vais pouvoir utiliser la Légion d'honneur que mon père avait eue lui-même du temps de la Résistance. Votre père a eu ça. C'est cette médaille, la sienne, que je porterai. Voilà. Et vos parents sont réussi à venir ici quelquefois? Ils sont venus très souvent. Mes deux parents sont décédés. Ma mère est décédée il y a très longtemps, mais mon père, qui est décédé il y a 3-4 ans, venait 2 fois par an. Ici. À printemps et à l'automne, me visiter une quinzaine de jours. Il adorait l'Albanie et c'était quelqu'un qui faisait une très bonne publicité pour l'Albanie. Et ça se voit. Mais je crois que la France, la République a reconnu votre contribution en Albanie, non? Et pour les relations pour les deux pays, parce que c'est un grand travail que vous faites. On essaye de faire ce qu'on peut. C'est pas toujours facile, ça je veux dire. C'est pas toujours facile, mais bon. Vous êtes connu comme un homme de culture par tous les amis que vous connaissez, par tous les Albanais qui sont près de vous et de tous qui vous voient de loin. Et même votre maison est une place de grande amitié avec des amis, même très célèbres de la culture comme Kadare, comme Congoli, comme Invamula et des autres que peut-être je ne sais pas. Et Matérialité de Tregouem Pakstepin. Et c'est une maison de bienvenue, voilà, à Golem. Vous avez déniché toutes les archives françaises. Oui, on peut. Voilà, c'est la porte qui s'ouvre pour avoir votre amitié. C'est très vieux. Vraiment, c'est très joli. Et on m'a dit qu'il y a 4 pianos chez vous. Absolument. Avec de la musique classique plutôt. Et j'ai noté qu'il y a beaucoup de grenouilles, pas grenouilles vraies. Absolument. Ça, vous savez tout, Mais une fois, j'étais honorée à voir ça. Et je me souviens que j'ai vu des grenouilles là-bas chez vous. Ce sont des petites statuettes. Absolument. Que vous les ressemblez dans tout le monde. Ce ne sont que des cadeaux d'amis. Je n'ai jamais acheté moi-même une seule grenouille. Mais ils savent que ils savent que je collectionne les grenouilles, donc tout le monde m'apporte effectivement souvent des grenouilles. Et c'est une hobby comme ça Oui, c'est absolu. Il faut faire des collections. Hein. Les collections, et la grenouille est souvent le symbole de la France. Les Anglais appellent les Français les froggies. The frogs. Voilà, donc c'est assez... Nous, on les appelle roast beef, donc vous voyez, chacun... c'est toujours avec absolument, les voisins qu'on parle comme ça. Mais la spécificité de votre maison, c'est l'amitié, les amis, que vous trouvez ça... un grand plaisir vous donne ça, de vous inviter. Et j'observe quelque chose qui est très curieux, c'est que les monuments de la culture albanaise vivants, j'entends comme Ismail Kadare, Invamula, notre ami Fatos Congoli, j'ai peur d'en oublier, il y en a tellement. Ont tous aimé la France, ou en tout cas ont tous aimé aller en France. C'est quelque chose qui, moi, me fascine, que je suis très honoré, je trouve, en tant que Français, que des gens de cette qualité aient choisi de vivre en France ou de développer leur talent en France. C'est quelque chose... Il y a quelques jours, j'avais à la maison, il y avait Ismail, et il y avait aussi Invamula et un pianiste de grand talent qui s'appelle Gens Tukici, qui sont venus à la maison sur mes pianos répéter le fameux hymne pour Mère Teresa, qui sera chanté à Pristina le 5. C'était émouvant de les entendre chanter tout ça. Il y a vraiment un talent dans ce pays qui est absolument extraordinaire. Et ces personnes sont des ambassadeurs de première classe pour l'Albanie. Toujours. C'est sûr. Alors, nos minutes sont passées très très vite, mais on va finir cette très très jolie conversation qu'on a eue ensemble avec une chanson française qui est de Charles Aznavour. C'est Matériel in Nantes et on va l'entendre. Ah, c'est Jimmy qui Jimmy, chante, absolument. Mais maintenant, c'est Charles Aznavour. Ah oui. Très mélancolique, mais c'est très beau. C'est très beau cette chanson. Il t'observe. C'est toujours le grand chanteur. J'aimerais bien faire venir Charles Aznavour en Albanie.
Ah, Vous me donnez une bonne idée là. voilà. Il y a... Prochain Vous objectif. n'arrêtez jamais. Prochain objectif. Le prochain. Très bien. Merci beaucoup. Merci à la à vous. prochaine, j'espère. Avec grand plaisir.